faut peut-être que je vous partage mon écran, sinon ça va pas être facile de vous montrer. C'est où la séance? Dans le canal vocal général. Ok, bon, normalement vous devez voir mon écran. Encore 30 secondes. Hop. Donc c'est celui-là le document avec les questions. On va commencer la demande d'Anna des 2 derniers exercices. Ensuite, comme on aura le temps, je pense, on pourra faire les exercices d'avant. Ça va vous permettre de faire un peu des rappels. Sauf si vous avez des préférences sur d'autres choses. Mais d'abord, on va faire l'exercice 6 et l'exercice 7 de cet examen. Donc ici, la question, c'est à l'aide d'un additionneur full adder, comment implémenter une porte et, comment implémenter une porte ou, comment implémenter un inverseur. Et on a le droit d'utiliser des entrées avec un niveau logique haut ou niveau bas. Donc ce que ça signifie, c'est je peux par exemple écrire 0, 1, 0. Bah, je peux brancher des valeurs de 0 ou de 1 dans mes entrées. Donc c'est ça que ça... Excusez, Oui. je ne vois pas l'écran. Ah. C'est tout au noir. Est-ce que t'es le seul ou est-ce que les autres vous voyez mon écran? Perso, je le vois. Ouais, moi aussi je le vois. Ah. Bah sinon tu fais close stream et tu le rouvres pour essayer de voir si Où ça... ça close stream? Bah, est-ce que tu as cliqué sur mon nom et t'as fait regarder le stream? À gauche, Attendez. tu vois mon Je nom crois normalement. que je vois. Ok, je vois l'écran et vous bougez la souris et toute la conversation. C'est bon là, donc Ok, tu vois mon écran là. oui. Ok, parfait. Ok, donc on veut implémenter une porte E. Bon, d'abord, on va essayer d'implémenter une porte E. Donc, comment on implémente une porte E? Qu'est-ce que c'est? Donc, hop, je vais peut-être écrire en blanc parce que ça se voit mieux. Une porte E, c'est comme ça. Hop. Voilà, avec ici A, B et F. Ici à droite, je vous ai mis l'étape de vérité d'une porte E, ça ressemble à ça. Donc, c'est que lorsque A et B sont à 1, qu'on va avoir la sortie F qui vaut 1. Aussi, autre chose, dans une additionneur full adder, on sait que la sortie S c'est égal à X XOR Y. Est-ce que tu pourrais être juste mute? Ah voilà, c'est bon. Comme ça, plus XOR Cin. Donc ça c'est la sortie S dans un full adder simple. Ensuite on a Cout aussi qui est égal à donc c'est XY plus XCin. Hop, X et Cin, là c'est que des E plus Y Cin. Donc ça c'est les équations qui régissent dans un additionneur complet. Et bon, ça se retire aussi de la table de vérité, c'est pareil. Donc maintenant, nous, on va faire F prend A et B. Donc quand on regarde la valeur de Cout, eh bien on peut voir que Cout c'est X. Bah, si on prend X et Y, et qu'on veut faire A et B, bah, on pourrait en fait utiliser la sortie Cout pour faire notre A et B. Donc ce qu'on a juste à faire ici pour le E, c'est on peut dire A, on met A sur X, on met B sur Y, et puis Cin, on s'en fiche, ben on va mettre 0. Parce que si Cin vaut 0,
on va avoir ces deux trucs-là qui vont être égales à 0. Et donc, on aura cout prend la valeur de A et B. Et donc, c'est comme ça qu'ici, donc si je mets la sortie cout, ça c'est F. Bah, on va avoir ici notre full adder 1 bit qui va permettre de faire F égale A et B. Donc ça c'est comme ça qu'on peut implémenter un additionneur, un et à l'aide d'un additionneur complet. Est-ce que là ça va? Est-ce que ça c'est compris? Ou vous avez des questions sur cette partie-là? J'aurais une question. Je suis pas sûre de comprendre. Ça vient d'où la formule x fois y plus x fois sin plus y fois sin? Bah ça c'est ça, c'est comme ça que c'est défini un additionneur complet. Parce qu'en fait, ok, dans un additionneur, on va avoir la sortie S qui va permettre de savoir. Bah, on va faire plus simple. Bah non, en fait c'est là. Voilà. Donc ça c'est le full adder ici. Ok. Si on a 0 plus 0 plus 0, ça donne 0 sans retenue. 0 plus 0 plus 1, ça donne 1 avec une retenue, etc. Bah, à chaque fois qu'on a un seul 1 dans les entrées, ça va donner 1 sans retenue. Donc ici, 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 voilà. Donc quand C1 vaut 1, quand Y vaut 1, quand X vaut 1, notre entrée vaut 1 sans retenue. Aussi quand on fait... Bah maintenant quand on a deux entrées qui sont à 1, donc 1 plus 1, ici 1 plus 1, et là 1 plus 1, ça donne 0 avec une retenue, parce que c'est comme quand vous additionnez 1 plus 1, bah ça va donner 0 ici, et 1 en une retenue, en binaire bien sûr. Donc ça va être S, et ça c'est cout. Et oui. Est-ce qu'on a fait les minterms ou les maxterms pour faire le cout? Pour faire le cout, ça peut être c'est avec les min-terms. Parce que justement cette ligne là, tu vois, c'est par exemple x et y, ça fait cout à 1. Si on a x et sein, x et sein, et celui-là c'est y et sein, ça nous fait les trucs, tous. Et puis cette ligne là en fait elle est inclue dedans parce que justement si on a x et y ça fait 1, on a aussi y et sein, ça fait 1. En fait voilà, celle-là, si on fait ça là, bah, x et y plus x sein plus y sein, ça va faire cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là, qui va faire que cout vaut 1. Donc c'est comme ça qu'on fait cette ligne là. Ok, merci beaucoup. Et aussi ça peut se comprendre, on a une retenue lorsqu'on a au moins deux des entrées qui sont à 1. Et c'est ce qu'on a là. Soit on a x et y qui sont à 1, soit on a x et sein qui sont à 1, soit on a y et sein qui sont à 1. Ou quand on a les trois qui sont à 1, bah on va rentrer dans un des trois cas là. Ce qui va faire que ça va donner 1 à cout. Donc c'est comme ça que cout, ça vaut cette équation là. Puis le S, c'est justement quand quand on utilise des XOR, c'est quand on a un nombre impair de 1 en entrée. Donc si par exemple on a un seul 1, quand il y a un des trois qui a 1, bah on va avoir S qui vaut 0. Quand on a les trois qui sont à 1, on va avoir S qui vaut 1. Donc les XOR, quand on utilise des XOR, c'est quand on a un nombre impair de 1 en entrée. Ça va permettre de faire un... Bah ça va donner 1 en sortie. Si c'est un nombre pair, ça va donner 0. C'est comme ça aussi qu'on peut comprendre les XOR. Bon voilà, ça c'est pour comment on a implémenté le et avec à l'aide d'un additionneur. Hop. Tac. Maintenant, comment est-ce qu'on veut faire une porte ou? Donc une porte ou. Oui. Je veux savoir, pour la partie S, la somme, pourquoi 0 plus 0 égale à 1? Où ça, 0 plus 0 égale 1. Deuxième ligne. Voilà, Voilà, parce qu'on a sein aussi. Hein. C'est x plus y plus sein. pourquoi il y a le signe égal à 1, le signe? Ça venait d'où le signe? Sein. Mais non, mais c'est la Ouais. table de vérité de du full adder. C'est on a trois entités x, y et sein. Et Ah, puis j'ai c'est des ça. exemples.
Ça, c'est sa table de vérité, c'est pas un... Ok, j'ai compris. Ok, vous faites la somme de chacun plus signe avec 0, signe avec 1. La somme de chacun, 0 plus 1. 0 pour chaque valeur binaire, et signe pour 0, signe pour 1, signe pour 0, signe pour 1. C'est ça que vous voulez dire. Oui, bah on a 3 entrées dans notre système, et on fait la table de vérité. Et à chaque fois, on fait x plus y plus cin. Ok, je compris. Le signe, ça fait pas partie de l'équation, mais c'est juste la retenue, c'est l'addition de la retenue. Voilà, cin, c'est une retenue entrante de ton additionneur. Cout, Ok, c'est la c'est retenue bon. sortante. Ok, le tableau, c'est juste pour tous les exemples. Oui, c'est sa table de vérité. Ok, c'est bon, merci. Donc maintenant, on veut faire un OU. Donc un OU, c'est A ou B. Ok. Donc A ou B, ça peut se faire... voilà. Donc, imaginons, si ça, j'ai envie que ça vale A, par exemple, lui, et lui, j'ai envie que ça fasse B. Voilà. Et donc, ce que je peux faire, c'est que ici, on peut voir si je mets X, je le mets à A. Je peux mettre Cin à B. Et Y, je le mets à 1. Voilà. Ça va faire ici A, parce que A et 1, ça va faire 1. Par contre, là, ça va faire AB, c'est pas grave. Donc A plus AB plus B. Et ça va me permettre de faire, ça c'est égal à A plus B. Donc c'est comme ça qu'ici, je peux donc avoir ici F. Ok. Donc là, c'est comment on implémente le 1 OU. Donc en gros, ça aurait pu être AB1, ça aurait pu être 1BA, peu importe, c'est juste qu'on en a mis 1 à 1. Le OU c'est avec un 0, le E c'est avec un 0, le OU c'est avec un 1. Ça nous permet de faire F. Ok, jusque là ça va. Maintenant on veut faire un inverseur. Donc l'inverseur, là ça va être plus compliqué, parce qu'on veut justement avoir donc soit c'est ça la table de vérité ici. Donc si A vaut 0, il faut que la sortie F vale 1. Si A vaut 1, il faut que ma sortie F vale 0. Donc ce que je peux regarder là-dedans, je peux essayer de chercher des choses où quand j'ai mon A qui vaut 0, ma sortie F vale 1. Et quand mon A vale 1, j'ai ma sortie F qui vaut 0. Et on peut remarquer par exemple si je prends cette ligne-là, donc imaginons je mets que mon entrée est A c'est X. Ok. Je prends cette ligne-là par exemple. Donc ma sortie S ici elle est à 1 pour une entrée à 0. Et si je prends la même ligne où j'ai Y à 1, C à 1, à 0, voilà cette ligne là par exemple, on voit que A est là à 1 et mon S vaut 0. Donc on voit ici qu'en utilisant la sortie S pour si je voulais mettre F ici, en utilisant la sortie S et en fixant A sur l'entrée X et en fixant Y à 1 et C à 0, je vais pouvoir avoir un inverseur. Parce que si je l'écris ici, Y je le mets à 1, C je le mets à 0 et X je lui dis que c'est A, je vais avoir ma sortie S qui peut valoir F. Parce que si j'ai Y à 1 et 0, donc ça correspond à ces deux lignes-là, suivant la valeur de A, si A vaut 0, F vaut 1, si A vaut 1, F vaut 0. Et donc c'est comme ça qu'on peut implémenter un inverseur à l'aide d'un additionneur un full adder. Donc ça marche comme ça, 1, 1, 0, mais ça aurait pu aussi fonctionner si je prenais une autre valeur, je prenais 0, 1, donc 0, 1, c'est par exemple si je prenais cette ligne-là et cette ligne-là,
On voit pas très bien sur du vert sur du noir, mais c'est pas grave. Mais on voit l'idée. Donc cette ligne-là, si A vaut 0, ma sortie vaut 1. Et si A vaut 1, ma sortie vaut 0. Voilà, bah, ça aurait pu marcher aussi. Ça aurait pu marcher. En fait, ça aurait pu pour tous, quoi. Peu importe ce que je mettais comme valeur. Ah non. Non, là on voit que ça marche pas pour celui-là. Hop, hop, hop. J'ai parlé trop vite. Hop. Donc c'est ça. Mince. Donc lorsque j'ai un 1, un 0 ou 0 ou 1, bah, je peux avoir ma sortie F qui correspond à l'inversion de A. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre A sur Y et que c'était X qui valait 0, C qui valait 1. Mais bon, voilà l'idée. Excusez-moi. Ok. Oui. J'aurais juste une question en fait pour les 3 cas. À chaque fois, on utilise une seule des sorties. Est-ce que ça veut dire que l'autre, on peut la laisser être comme elle est ou il faut forcément peut-être la mettre à 0 ou bien 1? Non, c'est que les entrées qu'il faut qu'on force les valeurs. Ok, Et la sortie, on prend celle qu'on utilise. L'autre, ben, elle fait ce qu'elle veut. Vu qu'on l'utilise pas, elle n'aura aucune influence sur notre circuit. parfait, merci. Mais par contre, les entrées, comme les entrées influencent les sorties, on est obligé de leur donner des valeurs. Oh, j'avais pas vu qu'on avait ça. Ok, très bien. Donc ça c'est pour l'exercice 6. Est-ce que c'est bon? Je peux passer à l'exercice suivant. Ok, parfait. On va passer au prochain exercice. Donc en voulant faire le design d'un loquet RS, 2 étudiants du cours ne se sont pas mis d'accord sur l'utilisation de porte NAND ou de porte NOR, alors ils sont arrivés au compromis suivant. Ah oui. Donc en utilisant une porte NAND et une porte NOR. Donc la question c'est, il faut remplir la table de vérité et vérifier si ça fait un loquet ou non. Donc pour remplir la table de vérité... Ah, je peux écrire en noir? C'est du noir ça? Oui, c'est du noir. C'est peut-être mieux si j'écris en noir. Ouais. Non, je vais écrire en bleu, j'aime bien le bleu. Ok. Donc, on va essayer de remplir la table de vérité. Donc, on va essayer de faire cette ligne-là d'abord. Ok. Si x vaut 0, si x vaut 0 ici, ma porte... Si, voilà, on va mettre un exemple. Si x vaut 0 ici, ma porte NAND, ça va toujours faire 0, parce que 0, et peu importe ce qu'il y a d'autre, ça va faire 0. Ensuite, comme j'inverse, ça va faire 1, ce qui fait que Q va valoir 1. Ensuite, ici, je vais avoir un 1. 1 ou autre chose, ça va toujours donner 1. Et ensuite, j'inverse. Ça va donner 0. Donc ici, j'ai 0. Donc là, on a fait juste... Oui. Est-ce qu'on prend pour acquis que X arrive avant Y? Non, il peut arriver en même temps. Mais si ça arrive en même temps, il n'y aura pas une indétermination? Mais là, en fait, la logique que j'ai prise, c'était peu importe la valeur de Y. Y, il peut valoir 0 ou 1. Mon résultat sera toujours le même quand X vaut 0. Ah, X ok. vaut 0 ici, mon 1 dit vaut 0. Ça va donc faire 1 ici. Ensuite, 1 ou peu importe la valeur de Y. Si Y arrive avant ou après, on s'en fiche. Ça va toujours valoir, le OU, il va toujours valoir 1. Comme je l'inverse, ça va donner 0. Donc c'est pour ça qu'ici, on a dit peu importe la valeur de Y, on aura le même résultat. Donc je peux remplir ces deux lignes-là. Maintenant, on va faire les autres. Je vais faire cette ligne-là d'abord. Ensuite. Donc si X... Excusez-moi. Ouais. Au lieu de faire les deux lignes séparément, est-ce qu'on aurait pu directement faire si x égale à 1 pour finir remplir les deux dernières lignes? Ah bah ok, bah je vais faire si x égale 1 et on va voir ce qui se passe. Si x égale 1, bah là le et, bah il va falloir, c'est en fonction de ce qui se passe avant. Donc mince, j'ai un point d'interrogation, je sais pas ce qui se passe ici. Donc je peux pas faire de trucs ensuite. Merci. C'est pour ça que je peux pas raisonner comme j'avais fait avec x égale 0. Donc maintenant, si par contre y, on va faire cette ligne là, bah si y égale 0 ici, et bien là pareil, le ou, bah, j'ai aucune, c'est en fonction, ça dépend de ce qui se passe avant. Donc là quand j'ai ici, ça dépend de ce qui se passe avant.
Donc là, on est dans une zone où on sait pas, ça va dépendre de ce qui se passe avant. Donc là, il y a des trucs bizarres. Donc c'est pour ça on va régler ce cas à la fin. Donc je vais faire celui-là d'abord. Maintenant, si y vaut 1, si y vaut 1, eh bien ce ou, il va toujours valoir 1. Bon, après, comme j'inverse, ça fait 0. Si j'ai 0 ici, donc il n'y a plus le point d'interrogation. Si j'ai 0 ici, bah, c'est comme tout à l'heure quand j'avais x qui valait 0. Ce et, il va toujours valoir 0. Et ma sortie q va valoir 1. Donc je vais avoir 1, 0. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir régler le problème de quand on a x qui vaut 1 et y qui vaut 0. Donc ici j'ai 0. Hop. Ok, donc point d'interrogation, point d'interrogation. Maintenant, pour régler ces points d'interrogation, il faut qu'on sache c'est quoi les différentes valeurs qu'on a potentiellement eues ici. Bah, quand on avait d'autres valeurs de x ou de y. Donc, si je prends le cas où j'avais avant x qui valait 0, ici, il est vachement gras ce stylo. Si je prends l'exemple de quand x valait 0, bah ici 0, 0, mon q il valait 1 et mon q bar il valait 0. Donc ça fait ici que là j'avais... ici j'avais 0. Bon, en gros ça fait... Bon voilà, on va dire... Ok, en fait, pour être plus simple. Pour voir ce que vous avez vu en cours. Ici, on ne sait pas ce qu'il y a, mais donc on va voir c'était quoi la dernière valeur avant qu'on ait changé soit x, soit y. Et donc ça correspond, donc, ce point d'interrogation, il va correspondre à last qn, ouais, qn, ouais, last qn. Et celui-là, il va correspondre à last q. Ok. Donc c'est comme si ici on avait 1 et last q, et ce qui fait que quand on a 1 et last q, ensuite on inverse, ça va faire qu'ici je vais avoir last qn bar, parce que j'ai inversé, et ici avec un ou, quand j'ai 0 ou quelque chose, bah, ça va être ce quelque chose, et comme je l'inverse, ça va l'inverser, donc last q bar. Donc maintenant, je pourrais écrire ici last qn bar et last q bar. Mais si on réfléchit, les valeurs que de last qn ou de last q, bah en fait ici q et q bar, ils valent toujours 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc en réalité, last q, ça va toujours être 1. Ou en tout cas la valeur qu'il y avait ici qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, les valeurs qu'on connaît, last q bar, last q c'était 1 et last qn c'était 0. Et donc l'inverse de... Donc là c'est last qn, on avait dit ici, last qn. Comme qn il vaut toujours 0, ben en fait last qn bar, ce serait 1. Et là ce serait le même principe. Last q c'était toujours des 1, donc ça sera un 0. Donc même si last q c'était celui-là de 1, ben 1, 1, 1, 1, quand on va inverser, ça va toujours valoir 0. Et pareil ici, q bar il vaut toujours 0, donc last qn bar ça va valoir 1. Donc c'est comme ça qu'on peut remplir cette table de vérité, et en réalité on tombe sur un circuit qui va juste valoir 1 et 0 tout le temps, en permanence. Excuse-moi. Oui. J'ai pas compris comment sur le même câble il peut avoir last qn et last q. Genre la sortie, admettons de q, euh, c'est last qn, mais après en bas le point d'interrogation c'est last q. Ouais, last qn bar et last q. Mais c'est pour ça, là, Ah ok, ça fait des d'accord. éléments, c'est ce qu'on appelle un état instable, si ces deux valeurs étaient pas les mêmes. Sauf que, comme on vient de voir ici, ça se stabilise parce que qn, il vaudra toujours 0
et Q va valoir toujours 1. Et donc l'as QN bar, ça va toujours être 1. Et l'as Q, ce sera toujours 1. Bah, donc Ok. on aura un état qui va se stabiliser. Et là, il y a fait- juste une Ouais. possibilité où c'est indéterminé, c'est ça? Non, là, ce sera toujours déterminé. On aura toujours 1 sur Q Ah, et ok. 0 sur Q bar. C'est pas justement comme la bascule où on avait, si tu passes de 1 à 0 0, je sais plus dans le cours, c'est quoi, c'était cours 6? Non, ça devait être cours 5. Voilà. On a un état indéterminé. Afin d'éviter les résultats non prévisibles, les entrées doivent changer une à la fois et pas les deux en même temps parce que justement, c'est ce qui se passe. Bon, c'est si jamais on passe de justement 0 0 à 1 1, on va avoir un problème. C'est ce qui est écrit là. Si RS passe à 1 en même temps, les résultats Q et Q bar est fonction de la porte qui aura le plus petit délai, ce qui est non prévisible. Et là, oui, ben là, c'est faut faire attention. Ok. Mais nous, dans notre cas, bah, peu importe si c'était Q qui était passé, si c'est Y qui passe d'abord de 1 à 0, bah, on aura eu 1 à 0, on aurait eu cette sortie-là. Ah non, attends. Si c'est Y qui est passé de 1 à 0, donc c'est-à-dire qu'avant on avait 1 1, on était dans cet état-là. Ou si c'est X qui est passé de 0 à 1, donc c'est-à-dire qu'on était à 0 1, nos sorties c'était les mêmes. L'ASQ et l'ASQN, c'était 1 et 0. Donc on aura le même raisonnement. C'est pour ça qu'on n'aura pas Ok. d'état non déterministe. On aura toujours en Et sortie notre circuit. Oui. si c'était pas les mêmes, là, on aurait eu un vrai loquet. Bah là, on aurait eu des trucs bizarres, oui. Ok. Après, je sais pas si c'était ça. Je... Voilà, faudra voir si c'était un loquet ou non. Mais d'ailleurs, voilà. Bah, c'est pas l'objectif. Non, non, c'était pas l'objectif de l'exercice. Ah, ok. Mais non, non, c'était pas. Je vous aurais pas eu un loquet non plus, parce que le loquet, il faut que c'était quand on regarde la table des vérités du loquet ici. Bah, ça c'est un loquet avec actif à l'état bas, mais c'est celui-là que vous avez comme table de vérité. Donc c'est quand il y en a un qui a 0, l'autre qui a 1, ou quand il y en a un qui a l'autre qui a 0. Ça va permettre de set ou reset les valeurs. Et ensuite c'est là où vous aurez l'ASQ, l'ASQN. Mais il n'y a pas de différents types de loquets? Bah il y a Genre, dès que... bah, y a des loquets D, donc c'est avec un enable, où c'est quand il est à 0, tu vas prendre la valeur qu'il y a dans D. Bah ça c'est le registre, c'est ce que vous aviez en fait dans votre... Ouais. il y a le laboratoire 4. Mais hop, après il y a des sets actifs à l'état bas, actifs à l'état haut. Oui, il y a différentes choses qu'on peut faire avec un loquet. Mais là, en tout cas, on n'a pas d'histoire. Si on avait eu une de nos sorties qui était justement lastq et puis lastqn, voilà, dans une de nos deux sorties, et qu'on n'était pas, et que c'était pas sûr que ça allait toujours être 1 ou 0, bah là oui, ça aurait été Ok. un loquet, oui. Mais Ok, là, bah, parfait. comme on aura 1-0 tout le temps, bah, c'est pas trop un loquet. Ça fait rien ce circuit. Il sert à rien le circuit. Ok. Merci. Ok. Donc, ouais. Monsieur, j'ai une question. Je comprends pas trop pourquoi on est passé de la ligne 2 à la ligne 4, alors que pour la ligne 3, on a les anciennes valeurs de Q et QN. Bah, tu les as pas. Si on n'avait pas rempli cette ligne-là, bah, tu sais pas si le last. Si t'étais pas dans cet état-là, là-bas, 1-1. Tu n'as pas encore les last Q et last QN parce que tu peux aussi passer de 1-1 à 1-0. En fait, je vois pas c'est quoi l'ordre.
genre, c'est pour quelle valeur de x et de y on a les dernières valeurs de q et qn pour trouver les nouvelles valeurs de q et qn pour x égale à 1 et y égale à 0. Ok. Alors, si j'efface un peu de ça. Pour arriver à cette... Ok, hop, voilà. Pour arriver à ce temps... Pour avoir 1 et 0 en entrée, donc si tu veux avoir 1 et 0 en entrée, c'est que soit avant de passer à cet endroit-là, tu avais 0, 0, soit tu avais 1, 1. Là, c'était deux possibilités pour tes entrées. Soit en entrée, tu avais 0, 0, soit en entrée, tu avais 1, 1. Pour pouvoir arriver à avoir 1, 0. Est-ce que c'est genre comme le code gris, c'est-à-dire qu'on peut changer juste un bit? Genre c'est ça l'ordre pour... Bah oui, en principe, c'est ça. Mais effectivement, tu peux aussi prendre en compte si tu avais... donc c'est 0... Ah mince, ça se voit pas. 0, 1. Aussi avant. Tu peux soit passer comme ça, soit passer comme ça, soit passer comme ça. Mais en pratique, en général, les circuits, bah, ces deux portes-là, elles n'ont pas le même temps de transmission. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, le temps n'est pas le même. Ce qui fait qu'en réalité, soit tu vas passer de 1-1, soit tu vas passer de 0-0. Effectivement, comme le code gris, normalement, il n'y a qu'une seule entrée qui change. Pour éviter d'avoir des états non déterminés. Parce que si tu passes de 0 à 1 à 1-0, c'est lequel qui est passé en premier? Est-ce que d'abord tu es passé par un état de transition 0-0 avant d'arriver à 1-0? Ou est-ce que tu as passé d'abord de 1 à 1-1 avant d'arriver à 1-0? Mais donc dans tous les cas, ici, pour déterminer le last Q, il faut que tu aies besoin de cette valeur-là. Parce que tu vas pas savoir ce qu'il y a ici et ici. Mais comment on va choisir? Genre, comment on sait si ça va être 0-0 ou bien 1-1? Ah Si bah tu par sais exemple, pas, c'est pour ça qu'il faut prendre les deux cas possibles. donc, mais si par exemple là, on avait des valeurs différentes pour Q et QN, pour 0-0 et 1-1. Bah là, ça aurait été un loquet, justement. Bah, ça aurait fait une forme de loquet. Si là, c'était last Q, et là, t'avais last QN. Ça aurait pu faire un loquet, oui. Mais donc, ça aurait été pas des portes... C'était pas avec des portes E. C'est avec des portes... Ah bah, oui, bah là, est-ce qu'il y en a une où c'est fait avec des portes E? Non. Mais peut-être que justement tu utilises deux portes E, bah c'est ce que tu aurais eu comme comportement là. À vérifier. Je sais pas. On peut le faire si tu veux. Mais donc si j'avais une porte E ici, donc si Y vaut 0, bah ça aurait pas été ici là. Si Y vaut 0, si Y vaut 0, j'aurais eu donc Q bar qui vaut 1. 0 ici. Ça fait 1 ici. Attends, 0, 1. Et donc si x vaut 1, ça va faire 0 ici. Voilà. Et par contre, donc maintenant que si je suis dans y vaut 1 et x vaut 1, ici, ça va dépendre de ça. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, ça va être last Q. Là, ça va être last Q n. Voilà, last Q n tout simplement. Et donc, comme ici c'est G1, là G1, donc 1 et quelque chose, ça fait quelque chose. Donc ici, j'aurai last QN bar. Et ça, en fait, c'est égal à last Q. Donc, last Q.
Et ici, bah, le même principe, sauf que ce sera last QN. Donc là, j'aurai un loquet. Si c'était 2 portes NAND. Mais c'est pour ça, on a dans l'exercice là, il y a, comment c'est posé, c'est on a 2 étudiants, ils se mettent pas d'accord sur utiliser soit des portes NAND, soit des portes NOR. Alors avec des portes NAND, tu aurais pu avoir des loquets, un loquet. Avec 2 portes NOR, tu peux avoir des loquets, comme il y a dans le cours. Mais si tu utilises les deux, bah t'as pas de loquet. Voilà. C'est bon? Ok, merci. Ok, parfait. Donc est-ce qu'il y a des exercices que vous voulez sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou J'avais Oui. une question. Mais j'ai pas compris la réponse. Pourquoi c'est faux? Pourquoi le design est faux, en fait? Parce que si on... Hop, j'efface tout ce que c'était mes suppositions. Si on a... Quand on avait rempli, on était arrivé à la conclusion qu'on avait comme table de vérité ça. Et ça, c'est pas la table de vérité d'un loquet. Là, notre circuit, ce qu'il va faire, c'est juste que la sortie Q va toujours valoir 1, et la sortie QBA va valoir 0. Et il n'y a pas de loquet. Donc c'est pour ça que ce design, il est faux. Parce que cette table de vérité ne correspond pas à une table de vérité d'un loquet. Ok, dans le fond, on veut la table de vérité dans le loquet RS. C'est, Ouais, puis c'est vu que ça. c'est pas... Ok. RS, ouais. C'est bon? Oui. Ok. Donc si vous n'avez pas d'autres exercices, eh ben, il nous reste 20 minutes. Donc je peux essayer rapidement. Est-ce qu'il y en a un qui... Monsieur, Oui. monsieur, j'ai une question pour le complément à 2. J'ai pas bien compris la différence entre la retenue et le débordement. Ok. Est-ce qu'il y a une diapositive du cours en particulier où ils en parlent, ou tu as envie de... Je pense que c'était sur un intra, c'était pas sur un... Alors, un intra du prof. C'est celui-là? En fait, c'est les devoirs sur Moodle. Ah ouais, sur Moodle. Ah oui, devoir exercice. Oula. Non, Devoir. exercice. Exercice 2. Convertissez les nombres suivants en binaire. C'est le premier exercice. Ah, le premier exercice, ok. Ouais. Considérez que V est à vrai quand il y a un débordement. Donnez la retenue C et le débordement V. Puis finalement, dites si le résultat est correct ou non. Considérez que V est à vrai quand il y a un débordement. Ah, ok, d'accord, ça marche. Donc 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Pourquoi il me fait des traits comme ça, lui? Ça fait 0, 0, 0. Ça va être... Donc, 0... À chaque fois, on va avoir en fait la retenue qui va se propager. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et puis 1. Ok. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Complétez les deux additions suivantes en complément à 2. Également, indiquez les valeurs correspondantes en décimale. Donnez la retenue C et le débordement V. Puis finalement, dites si le résultat... Ok. Donc là, vous êtes en complément à 2. Ce qui fait qu'ici... Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça? Ok, en fait, alors, débordement, attends, V c'est quoi encore? Débordement, et C c'est
retenue. Il me semble que vous avez vu en cours. Est-ce que vous avez vu en cours? En fait, quand ces deux valeurs sont égales, c'est qu'il y a c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est si elles sont différentes, c'est qu'il y a un débordement. Je ne sais pas si vous avez vu ça en cours. C'est où vous avez vu les additions? C'est le cours 2. Enfin, c'est le cours 3. Ok, cours 3. Alors, exercice converti. Représentation des nombres binaires. Exemple. C'est où les additions? Addition. XOR, cycle logique, porte logique, addition entre entrées. Soustraction. Soustraction. Bah alors, vous le dites pas. Donc vous n'avez pas vu en cours la différence entre une retenue et puis un débordement. Ok, bon, on va essayer de voir comment on peut s'expliquer ça comme ça, simplement. C'est où? Bah mince. Ah, il est là. Ok. Alors, bah, si on va essayer de... Donc ce nombre-là, qu'est-ce qu'il représente? Ça représente... si on fait son on voit qu'il est... On est en complément à 1, à 2. Donc on voit qu'il est négatif. Il va falloir faire son complément à 2 pour voir quel nombre il représente. Donc 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ce nombre-là, il représente... alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 bits. Donc ça fait 255. Moins 255. Ce nombre-là, on inverse. Ça va faire moins 1. C'est ça? Moins 1. 0, 0, 0, 0, 1. Moins 1. Donc ça fait en réalité moins... Bah vous, on s'attend à ce que le résultat, ça vale moins 256. Sauf que vous avez vu que sur 9 bits, quand on fait le complément à 2, on peut aller de moins 255... est-ce que... moins 255 à... non, moins 256 à 255. Il me semble que c'est ça que vous avez dû voir. Voilà. Et donc ce qui fait qu'ici, normalement, on peut représenter moins 256 en complément à 2. Et donc on s'attend à ce que le résultat, il n'y ait pas de débordement. Parce qu'un débordement, ça voudrait dire qu'on n'a pas assez de bits pour représenter le nombre. Et donc ici, on n'a ni de débordement, ni de retenue. De donner la retenue C et le débordement V. Sauf que... ça, non, normalement, lui, c'est censé être la retenue. Bah, je sais plus. Je sais plus exactement. Alexis, est-ce que toi, tu te rappelles retenue, c'est où les bits de retenue et les bits de débordement? Pardon, je n'écoutais pas, c'est quoi la question? Bah là, on a un exercice où on a deux additions, on additionne deux nombres qui sont en complément à 2. Oui. Il faut déterminer la retenue et le débordement. Et voir s'ils sont égaux. La retenue et le débordement, c'est la même chose? Bah, il semblerait que non.
Alors la retenue, bah, c'est le bit qu'il va y avoir en plus une fois que tu as fait l'addition. Donc là, c'est sur 8 bits, c'est ça? C'est sur 9 bits. 9 bits, bon, bah, ce sera le 10e bit qui va apparaître après l'addition. Le débordement, si on parle de débordement, pour moi, c'est ce qui déborde. Donc c'est qui reste sur les 9 bits. Plus 1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Genre la retenue, c'est ce qu'il y aura donc en plus. Genre ton 10e bit, s'il vaut 0 ou 1. Et le débordement, mais c'est Bah, ce qui moi, déborde. Donc, j'aurais dit le contraire, parce que regarde, si on fait une addition, tu vois ici, on fait, donc là c'est 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc, ah mince, c'est pas 256, ici c'était 127. Donc on est sur... Ah mais non, c'est qu'ici on a moins de bits. Donc là, ça non, on est fait... sur 8 bits, ouais. Donc ça fait 127 plus 1, 128. Oui. Plus 1, hop. Donc là, ça va faire 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ouais. Et moi, Ok. justement, là, je dis qu'on aura une retenue qui est lui. Et on a un débordement parce que justement, on est censé représenter... Bah, en complément à 2, on peut que aller de moins 128 à 127. Et donc, moi, il me semblait que à partir du moment de savoir si c'était un débordement, Ah, c'est si on ce est bit... signé, d'accord. Si on est fini, en effet, oui. Oui, on est en Oui, t'as complément à raison. 2. Oui, Et complètement. pour déterminer si on a une retenue ou un débordement, on a un débordement si les deux sont différents. Oui, tu dois faire un XOR entre les deux, en effet. Ça, c'est pour savoir si c'est un débordement. Mhm. Mais quand tu as une retenue, tu as un débordement, non? Ouais, mais dans ce cas-là, c'est un débordement positif. Bon. De toute Je sais façon, pas il me si c'est semble très pas que clair. vous ayez vu ça avec Sylvain. Je suis pas sûr que vous ayez vu s'il y a une différence entre complément et complément. Débordement et retenue. J'ai jamais vu cette terminologie, donc je saurais pas te dire. Parce que pour moi, quand tu as un débordement, c'est quand tu as une retenue, tu as un débordement. Oui, bah oui. Donc, je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. Je suis désolé. Et je sais pas s'il y avait une correction de cet exercice sur le site de Gabriela. Pour lui demander, mais moi je te dis, on m'a jamais appris avec La une plage du différence entre complément les deux, quoi. A2 sur 9 bits sera de moins 256 à 255. En dehors de cette plage, on refusera le résultat. Débordement. Ok. Donc c'est bien ce que j'avais dit, c'est ça. Donc, vu que nous, on est sur 9 bits, mais oui, 9 bits, on est en complément à 2, donc on peut aller de moins 256 à 255. Pour savoir s'il y a débordement, c'est si le résultat de notre opération, elle n'entre pas dans cette plage. Donc ça, on aura débordement. Après, par contre, donner la retenue C, la retenue, effectivement, c'est ce qui va dépasser, c'est ce que on aura notre 10e bit. Donc ici, ok, si on revient sur ce que j'avais dessiné, là, voilà. Ici, on a une retenue, parce que normalement, on est censé tenir sur 9 bits notre résultat. On a une retenue parce qu'on a 1 qui vaut ici, donc C égale 1. Et on a un débordement parce que... Attends. Il y a écrit qu'on a débordement ou pas débordement? En dehors de cette plage, on refusera le résultat. Oui, on n'a pas de débordement. Parce que notre résultat, c'est moins 256. Et moins 256, c'est dans notre plage de résultats accepté. Donc, V égale 0. On n'a pas de débordement. Maintenant, pour l'addition, on est toujours sur... cette fois, on est sur 8 bits. Notre résultat, il rentre sur 8 bits.
Donc il n'y a pas de retenue, C égale 0. Par contre, le résultat qu'on obtient, c'est 128, et qui n'est pas dans la plage moins 128, 127. Donc on a débordement. Et l'astuce pour savoir s'il y a débordement, c'est justement... zut. Il y a débordement, j'ai dit. L'astuce pour savoir s'il y a débordement, c'est si le bit de retenue, il est différent du bit de signe. Du dernier bit, si on est sur 8 bits ici, que notre bit de poids fort, il soit différent de notre bit de retenue. Donc voilà. Donc j'espère que c'est clair, cette partie. J'espère que c'est plus clair maintenant. On a compris ensemble ce que c'est. Mais voilà, c'est ça. Donc pour savoir s'il y a débordement, il faut connaître la plage de représentation des nombres. Pour savoir s'il y a retenue, si on a dépassé, quand on a fait l'addition, nos nombres de bits. D'accord, merci. Il reste 5 minutes. 5 minutes, est-ce que 5 minutes, j'ai le temps de faire un exercice rapidement? Je peux faire celui-là. Ok. En 5 minutes, ça devrait être faisable. Ici, on a un circuit. Qui dépend de la clock, et qui a un reset à l'actif à l'état bas, et qui a une sortie F. On nous donne le chronogramme du circuit qui est attendu. Donc on a l'horloge qui fait 01, 01, 01, 01. Au début, notre circuit il est réinitialisé, parce que c'est actif à l'état bas, donc notre circuit il est réinitialisé. Et ensuite, une fois qu'on relâche le circuit, d'abord pendant une période d'horloge, notre sortie vaut 0. Ensuite, ça va valoir 1. Puis ensuite, ça va valoir 0. Puis ensuite, ça va valoir 1. Etc. Donc on nous demande dans cet exercice, à l'aide de 2 bascules D, comment réaliser ce circuit-là. Donc on nous demande de faire des branchements. Donc ce qu'on repère ici, c'est que notre sortie, elle n'est pas sur la même fréquence que l'horloge. On voit qu'elle a une fréquence qui est divisée par 2. Ou si on veut penser autrement, elle a une période doublée par rapport à l'horloge. Parce qu'on voit que en 2 périodes d'horloge, notre sortie, elle a fait qu'une seule période d'alternance entre 1 et 0. Donc ça nous fait penser à un diviseur de fréquence. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est hop, on va avoir notre première bascule qui va permettre de faire une division de la fréquence. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier de brancher sur reset nos 2 circuits. Hop. Je vais prendre cette couleur, ça se voit. Voilà. Voilà. Donc si j'appelle celui-là F1, on va peut-être pas appeler F. Si je l'appelle S, voilà, je vais l'appeler S, ce circuit-là. On va essayer de voir qu'est-ce qui fait S. Donc S au début ici, comme reset il est à 0, ça va être réinitialisé. Ensuite on va avoir notre premier front montant d'horloge qui va arriver. Et donc au premier front d'horloge, au début notre Q bar il va aller 0. Donc oui, voilà, c'est ça. Notre Q bar va aller 0, qui va arriver dans D. Au premier front montant d'horloge, on va avoir S qui vaut 0. Okay. Excuse-moi. Oui. Le reset, c'est pas supposé mettre Q à 0 et Q bar à 1? T'as raison, c'est ça, oui, effectivement. Je me trompe. C'est ça, exactement. Oui. Donc au début, au premier front d'horloge, donc Q va valoir 0 et Q bar va valoir 1. Donc j'arrive, premier front d'horloge, Q bar va aller 1. Donc front montant d'horloge, même mon Q, il va valoir 1. Hop, jusqu'au prochain front montant d'horloge. Où cette fois-ci, Q va valoir 1 et Q bar va valoir 0. Et donc je repartis à 0. Puis prochain front montant d'horloge, on arrive. Et ça fait notre diviseur de fréquence quand vous connaissez la bascule T, que vous avez vu en cours. Donc S, c'est ça le circuit.
Donc on voit, on n'est pas totalement aligné sur F. Mais maintenant, si on branche S à D et qu'il ne faut pas oublier non plus de brancher notre horloge ensemble, hein, voilà. Alors si je branche ici, S il vaut 0. Si S vaut 0, là, au front montant d'horloge, ma bascule, elle va valoir 0. 0. Au prochain front montant d'horloge, S il va aller 1. Et donc moi je vais prendre 1, puis 0, puis 1, etc. Donc c'est comme ça, on a construit notre chronogramme en branchant comme ça. Excusez-moi. Oui. En fait, je comprends pas trop pourquoi S prend des valeurs alors que le reset est toujours actif. Non, parce que là c'est reset actif à l'état bas. Tu vois, il y a une petite boule Ok. Oui, sur le je vois. reset. Ok, merci. Donc quand reset est à 0, c'est là qu'on réinitialise. Quand reset est à 1, on relâche la réinitialisation. Ok, c'est vrai, merci. Voilà. Ah, c'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai un 1 ici. Mais c'est ça. Donc on a fait cet exercice en 5 minutes, comme prévu. Bon là par contre en 1 minute, c'est sûr qu'on n'a pas le temps d'en faire un autre. Donc c'est à peu près tout pour ça. Si vous avez des questions encore sur ces exercices, vous pouvez toujours nous les envoyer. Kassem il pourra y revenir demain si vous voulez, pendant sa séance. Ou même les prochaines séances de la semaine prochaine, vu qu'on a encore une semaine. Et bah, n'hésitez pas, bah, comme là, il y a une élève qui m'a envoyé ces exercices à faire. Donc ça m'a permis de combler cette séance. Donc si vous avez des exercices aussi que vous voulez faire, envoyez-nous-les pour qu'on puisse les faire. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bah, bonne soirée à vous. Et bah, c'est tout. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée.